Je vais parler du quatrième plan. Je l'ai fait un peu plus large que ce que j'avais vu sur le programme, intentionnellement, parce que c'était orienté très focus Europe et quatrième plan maladie rare. Je sais l'appétence de certains hauts responsables de la filière à ce sujet de l'Europe, mais je me suis dit que quand même, j'ai regardé ce que je vous avais présenté l'an dernier, et j'ai trouvé que c'était quand même bien de vous faire une restitution totale, d'avoir la vision claire des actions du PNMR4, sachant que l'an dernier, ce n'était pas encore lancé, on avait eu les groupes de travail, mais le plan, il a été lancé en février, le 25 février, donc c'est quand même tout nouveau, tout frais. Donc c'est pour ça que ça me paraissait extrêmement important de vous faire cette présentation très, très, très large. Donc on a, je ne vais pas rentrer dans les détails, évidemment, mes slides, vous les aurez. Ce que là où j'insiste, c'est que là où on est avec un quatrième plan maladie rare, c'est parce qu'il y a un historique quand même de 20 ans. Et je tiens à souligner, je sais que certains des responsables de la filière des maladies respiratoires rares est aussi très impliqué dans le suivi des patients ayant une mucoviscidose. Et donc le démarrage, je dirais, vient même avant le premier plan 2004, avec certains centres qui ont été précurseurs, dont notamment les réseaux muco en 2002. Et c'est un petit peu ce qui a structuré ensuite la première action majeure du premier plan maladie rare, c'était de donner une visibilité et avoir des centres de référence maladie rare. Ensuite, le deuxième plan, on a fêté l'an dernier les 10 ans de la filière. Donc ça a été tout un point sur l'arrivée des filières de santé maladie rare qui sont pour nous un acteur indispensable dans notre paysage et pour pouvoir déployer nos actions du plan. Je crois que c'est vraiment extrêmement précieux d'avoir ces filières de santé maladies rares. On avait aussi la mise en place dans la Banque nationale des données maladies rares qui était passée de l'embryon de Semara à Necker, du registre du Rhin, pour pouvoir, avec Paul Landais, pour pouvoir après aller plus loin avec le set de données minimum maladies rares. On a mis le lien dans le troisième plan maladie rare avec l'arrivée des plateformes d'expertise maladie rare pour avoir une transversalité sur vos établissements. Et puis, dans notre quatrième plan maladie rare, on a souhaité vraiment mettre l'accent sur le lien des territoires à l'Europe. Et donc, vous verrez, vous pouvez aller regarder sur le site du ministère, il y a la version du plan national maladie rare. Et on a à chaque fois, pour les 4 axes du plan, fait un axe sur le parcours de soins, un axe sur le parcours de recherche, un axe sur la donnée de santé recueillie dans le soin et ensuite réutilisée en recherche, et un axe sur l'Europe. Et donc par rapport à la passerelle que je veux faire pour l'Europe, l'Europe c'est vraiment le point également transversal qui va faire le lien entre des actions de soins, je dirais, concrets d'accompagnement du patient, et de là à arriver jusqu'à l'ERN pour pouvoir construire des guidelines, construire des registres. Et donc on voit bien qu'on a besoin de cette articulation entre le national et l'Europe. Et on l'a également bien inscrit dans ce plan. C'est un plan qui est interministériel. Je l'ai rajouté sur ce chemin. On a un nouveau venu qui est le ministère de l'Industrie et donc plutôt la Direction générale des entreprises. C'est important parce que ça embarque tout le volet innovation, industrie, biotech, start-up, etc. C'est un enjeu essentiel aussi pour nos maladies rares. Et puis, ce qui donne aussi la force de notre plan national maladies rares, quels que soient les mouvements autour des ministres et les changements, c'est que c'est un plan qui est jusqu'en 2030, qui a un financement en base, dont les actions ont été validées en réunion interministérielle à Matignon, ce qui donne vraiment ce qu'on appelle un bleu dream, un PV, qui est vraiment la ligne de conduite. Et donc tout ce qu'il y a dans le plan a été validé en réunion interministérielle. C'est important parce que pour nous et pour vous, ça vous donne quand même une liberté par rapport à un cadre qui est bien structuré, qui est vraiment notre feuille de route. Et puis ensuite, on doit construire les chemins pour aller sur cette feuille de route. Simplement un petit clin d'œil, parce qu'on avait quand même la présence de 3 ministres.
Donc c'était quand même un beau moment. Donc je me remémore ce moment-là. Je vous avouerai que j'aimerais bien garder la ministre avec nous parce qu'on a bien acculturé 2 fois de suite en 2024 et en 2025 à nos maladies rares, sachant qu'elle a une très grande appétence sur l'Europe. Hein. C'est quelqu'un qui a une vision complètement européenne et internationale. Donc ça peut être un gros atout pour nous aussi. Et puis accessoirement, son mari était centre de compétences maladies rares pour la filière FAI2R en médecine interne. C'est aussi quelque chose qui pour nous est bien. Mais bon, ça, je ferme la parenthèse. Donc voilà un peu le message avec deux vice-présidents du plan qu'on a choisi. Sylvie Audan, qui avait écrit, coporté avec Yves Lévy le 3e plan maladies rares, et donc il y avait cette expérience avec qui on travaille, et notamment sur les sujets de la génétique, parce qu'on a des vrais sujets à l'avenir de cette évolution du diagnostic, de la médecine génomique, etc. Ça nous paraissait important d'avoir dans le soin quelqu'un qui soit capable d'avoir cette vision et qui est aussi une clinicienne, hein, au départ pédiatre, qui a vraiment cette vision de l'accompagnement du parcours et puis du lien ville-hôpital, étant également responsable d'une plateforme d'expertise maladies rares. Et puis de l'autre côté, il nous avait semblé important d'avoir Alexandre Bello, qui a beaucoup participé aux assises de pédiatrie sur le volet recherche. Il pilotait le groupe de travail sur la recherche aux assises de pédiatrie, et donc qui vient est issu de la filière FAI2R et qui a une appétence aussi au niveau des médicaments, des traitements, et c'est quelque chose qu'on souhaite beaucoup porter dans le 4e plan maladies rares. Donc ça, c'était important. Donc je rentre pas dans les détails, mais il y a eu un communiqué de presse, c'est essentiel, et on a eu le mot de conclusion par l'Alliance maladies rares, qui reste pour nous vraiment le canal historique de l'association qui va fédérer toutes les associations de patients avec qui on travaille extrêmement bien, et qui avait permis que dans les 15 groupes de travail pour faire le 4e plan maladies rares, il y ait à chaque fois des représentants associatifs. Et dans nos organes, je dirais, de décision maintenant du PNMR4, on a à chaque fois des représentants associatifs, que ce soit le comité stratégique, le comité opérationnel ou le COPIL des filières. Donc ça, c'est important. Donc on a 4 axes, je vous expliquais, qui vont structurer nos actions. C'est ambitieux. On a 26 objectifs, 75 actions. Nous, à la mission maladies rares, donc je pilote la mission maladies rares, et donc on a une action interministérielle, mais de pilotage du plan. On assure le secrétariat du plan. Donc on doit initier, coordonner et travailler main dans la main avec les porteurs de chacun des axes qui ont été nommés. Et donc on a un axe parcours de soins, un axe sur le diagnostic, un axe sur les traitements, et un axe qui est plus au niveau des infrastructures, comment on fait pour vraiment garantir la collecte des données, sa réutilisation en recherche, les collections d'échantillons biologiques. Donc si je rentre, je ne vais pas détailler chaque slide, mais simplement pour faire ressortir quelques points. Par rapport au premier axe du plan, on a tout le lien sur évidemment la place de nos centres de référence maladies rares, la nouvelle labellisation, l'articulation avec les filières, vraiment tout le sujet de la coordination, du lien ville-hôpital, de la coordination de parcours. Et là-dessus, on va continuer à vous accompagner j'ai entendu les associations, pour de nouveaux programmes d'éducation thérapeutique du patient, des moyens pour faire des protocoles nationaux de diagnostic et de soins. Donc ça, c'est également extrêmement important. On a aussi l'idée, donc là, on a tout ce volet autour des centres de référence, leur donner une visibilité sur un territoire pour faire le lien avec la médecine de ville. Il y a eu tout un sujet aussi, suite aux assises de pédiatrie, sur l'accompagnement de la pédiatrie à l'hôpital. Ça, c'est un sujet qu'il ne faut pas qu'on loupe, parce qu'on sait que beaucoup de nos maladies chroniques pédiatriques quand même touchent des maladies rares. Donc c'est quelque chose qu'on a pu inscrire dans le plan. Alors on n'est pas, nous, directement à la manette, c'est un autre bureau de la DGOS, mais qui nous a bien repéré comme étant un acteur important sur ce point-là, pour pouvoir donner des moyens supplémentaires à l'hôpital. Et puis l'accompagnement des situations d'urgence, on l'a entendu tout à l'heure. Il y a quelque chose qu'on avait
quand même travaillé, nous, avec la direction du numérique en santé, avec l'ANS et avec la HAS, qui était le dossier de liaison des urgences, le DLU. Normalement, il faut vraiment creuser ça, mais il y a une fiche urgence qui existe aussi dans mon espace santé. Et donc, l'idée, c'est aussi comment on fait avec des outils qui sont déployés déjà par le numérique pour pouvoir également renseigner des informations très utiles pour le patient, parce que ces fameuses fiches et mon espace santé, il peut y avoir un mode bris de glace quand on arrive en urgence à l'hôpital et pouvoir accéder facilement. Donc on a nos cartes traditionnelles papier urgence, mais il faudrait certainement aussi creuser la partie numérique qu'on a dans mon espace santé de façon à pouvoir voir aussi pour mettre des éléments essentiels dedans qui pourraient être accessibles par les services d'urgence. Donc on a une ambition aussi importante, puisqu'on a appelé ce plan des territoires à l'Europe, sur la coordination ville-hôpital. L'idée étant, on a vu dans le 3e plan maladie rare, il nous reste un parent pauvre, je dirais, c'est qu'on a encore trop d'errance de diagnostic avec des personnes chez qui vont errer longtemps, en voyant énormément de médecins, à qui on fait beaucoup d'examens, qui vont peut-être avoir des traitements qui ne sont pas adaptés. Et comment on fait pour en fait vraiment informer la médecine de ville et les spécialistes de notre système et de notre organisation maladie rare pour pouvoir vraiment envoyer rapidement, enfin envoyer c'est pas très joli, adresser rapidement le patient vers le centre en expert pour pouvoir poser un diagnostic plus rapide. Donc c'est pour ça qu'on va avoir également tout un accompagnement de ce lien avec les territoires, avec les plateformes, sachant qu'on est tenu aussi à des éléments qui s'appellent un article 51 qui avait été piloté par l'AFM Téléthon en Corse, mais qui est très intéressant, qui s'adresse, qui donne un parcours sur tout ce qui est hôpital-domicile. Là, c'est pas la médecine de ville, c'est vraiment au domicile. Ça s'adresse à des patients qui sont avec des handicaps les plus sévères, pour qui le risque de rupture de parcours est très important et qu'on veut absolument garder. Donc, c'est l'idée d'avoir des consultations avancées. Donc, au domicile du patient, avec un lien avec le centre expert, mais avoir ensuite peut-être une infirmière de pratique avancée ou de coordination qui ferait ce aller vers. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va déployer. On a aussi des pilotes complémentaires qu'on a travaillé là-dessus, notamment pour des maladies rares neurologiques évolutives très sévères, à Angers avec Christophe Verny. Et l'idée, c'est, lui, il voit ça un peu comme un hôpital de jour hors les murs, pour pouvoir faire des bilans comme ça pour des gens qui risquent d'être en rupture de parcours. Donc voilà un élément qui est important, le lien avec cet article 51. Et là-dessus, on a tout le lien avec la BNDMR. Je sais qu'on vous embête avec la collecte des données. Pour nous, c'est important d'avoir une bonne exhaustivité, donc on a mis des moyens, donc c'est à cheval entre l'axe 1 et l'axe 4, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de déploiement de moyens de ARC et Tech dans les établissements. C'est à la fois piloté par les filières, pour certaines, c'est le cas de Respifil, ou bien après c'est délégué aux plateformes. On a laissé la possibilité à chaque filière de choisir son mode de délégation. Et chaque fois, nous, notre petit message, c'est quand même de dire, on sait très bien qu'on ne peut pas financer directement les 1700 centres de compétences. Certains sont vraiment en difficulté et ont en difficulté de rentrer Bamara. Et donc l'idée, c'est de pouvoir leur apporter quand même des moyens humains pour pouvoir faire ce travail, puisque l'entrepôt de la BNDMR n'a de sens que si on a une bonne couverture par rapport à l'ensemble des patients, et que si on n'a que des patients qui sont suivis en centre de référence, mais pas tous ceux qui sont en centre de compétences maladies rares, la réutilisation des données qu'on a de la BNDMR n'aura vraiment que peu d'intérêt si on n'a pas une bonne exhaustivité. Dans le 4e plan, on insiste aussi sur la qualité des données. C'est vraiment quelque chose où les filières ont beaucoup travaillé sur des guides de codage, sur tout un accompagnement, sur des descriptions pour pouvoir vraiment coder et décrire les pathologies, d'avoir une harmonisation, c'est aussi extrêmement important. Et sur ce sujet-là, vous retrouverez dans notre plan national maladie rare, il y a toute la partie de notre action conjointe jardin, donc la partie
Europe, donc Joint Action Rare Disease Integration, qui vise à déployer des politiques maladies rares dans les 27 pays de l'UE, plus la Norvège. Et donc, nous, au ministère de la Santé, à la DGOS, on a le lead du Work Package sur le data management, sur la donnée de santé, sur le partage de la donnée de santé, le recueil au niveau national et le partage ensuite dans des registres européens maladies rares. Et donc, on a pris avec la BNDMR des cas très pratiques. On a 4 ERN qui sont impliqués. Dans cette action conjointe, on a aussi des acteurs de votre champ des maladies respiratoires rares et d'orphalingue, parce qu'on a Helge Ebstreit qui fait partie de mon work package sur la partie du CPMS 2.0 et donc des RCP européennes, mais il est aussi sur un des autres work packages. Donc il y a un lien aussi avec des ERN qui vous concernent, donc c'est important de le savoir. On a un leader, je dirais, assez naturel sur ce sujet des registres européens et qui pilote un de mes sous-groupes de travail, c'est notamment l'ERN des maladies rares du Rhin, Franz Schäfer, qui est en Allemagne, et qui a un registre du Rhin européen qui est extrêmement complet, dynamique, et il travaille de façon très étroite avec la filière de santé maladies rares Orchid. Sur la deuxième partie, qui est l'axe diagnostic, donc c'est vraiment extrêmement important en fait de faire le lien avec évidemment les bases de données. Il y a tout le travail qu'il y a eu dans le 3e plan maladies rares sur les impasses de diagnostic, pouvoir retrouver facilement des personnes qui sont en impasse diagnostique dans les patients qui sont rentrés dans la BNDMR, sachant que maintenant on a un code ORFA dédié pour ces impasses de diagnostic qui est vraiment intéressant à pouvoir utiliser quand on est vraiment en réelle situation d'impasse de diagnostic. On voit bien la pathologie, mais on n'a pas son diagnostic, donc c'est des candidats pour le PFMG, pour la e-prescription. Donc ça, c'est important. On veut développer vraiment également la description phénotypique. Elle est extrêmement importante de renforcer cette description parce que avec cette médecine génomique, on a de plus en plus de variants de signification inconnus et on ne sait pas faire le pont entre le variant, qu'est-ce qu'on voit, est-ce que c'est pathogène ou pas, et il nous faut une bonne description phénotypique du patient. Donc ça, c'est des sujets aussi qui sont embarqués dans la BNDMR avec l'utilisation de Human Phenotype Ontology, HPO. Donc ça, c'est des sujets qui sont extrêmement très importants. Et puis, il faut bien avoir conscience qu'on est connecté avec le PFMG en amont, en aval. Donc, on marche main dans la main. Donc, c'est important d'avoir une facilitation dans ce parcours. L'agence de biomédecine aussi a souhaité être plus partisan, plus acteur dans ce 4e plan maladie rare et donc être plus dans cet axe 2 au niveau du diagnostic. Il y a également toute une partie d'information, de formation qui est portée beaucoup aussi avec les associations de patients, avec l'Alliance Maladies Rares et Maladies Rares Info Service. Mais dans cet axe 2, on a tout le volet aussi du dépistage néonatal. Vous avez vu qu'au 1er septembre, on avait 3 nouvelles maladies qui étaient dépistées, qui fait qu'on est maintenant à 16 maladies dépistées depuis le 1er septembre. Donc c'était extrêmement important d'avoir ça aussi et d'accompagner. Et l'idée, c'est aussi, il y a une culture du dépistage. C'est pas la même chose que le diagnostic. Il y a vraiment la filière G2N des maladies métaboliques a cette expérience depuis presque 50 ans, plus de 50 ans, avec le PKU, la phénylcétonurie. Et donc c'est important aussi que certaines filières qui vont être peut-être amenées à faire dans les années futures du dépistage néonatal, à avoir cette culture aussi du dépistage néonatal qui est vraiment très particulière. Il y a des arbres décisionnels, il y a tout un travail avec les biologistes et c'est quelque chose qu'on a vu avec la SMA. La filière Finemus n'avait pas cette habitude du dépistage néonatal et donc c'était important, intéressant de pouvoir voir tout ce travail. On a aussi un angle, il n'est pas marqué, mais on a un angle aussi sur la phétopathologie qui était un peu le parent pauvre. Et donc on a un soutien dans le 4e plan maladies rares pour la phétopathologie. Et puis Sylvain Dedans connaît bien ce sujet. Et donc là, on travaille aussi tout ce volet de la phétopathologie. L'axe 3 du traitement, l'idée maîtresse, c'est
traitements, nouveaux traitements ou réutilisation d'anciennes molécules, cadre de prescription compassionnelle. Donc le groupe de travail renforcement du GRIOT, qui est le groupe de travail des observatoires des traitements coordonnés en interfilières. C'est vraiment une très très bonne chose que les filières ont porté, et j'avoue qu'on a vraiment utiliser ce travail parce qu'il est tellement pertinent qu'il a servi maintenant pour le PNMR4. On souhaite vraiment les accompagner et les renforcer. Hier, moi, j'avais une réunion avec la NSM, avec la CNAM. J'en ai parlé. C'est un acteur indispensable avec tous les acteurs, sachant que tous les trimestres, il y a des réunions qui seront prévues avec la HAS, avec la NSM. Donc, c'est important aussi d'avoir ça en place. Dans les traitements, il y a aussi les nouvelles méthodologies d'essais cliniques. Comment on fait pour les embarquer pour nos maladies rares? Comment on fait pour faire des bras contrôle, des jumeaux numériques ou bien de l'histoire naturelle? Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Je reviens juste sur les traitements. Il y a aussi quelque chose qui est très important. On a développé une collecte de données en vie réelle qui s'appelle le set de données minimum traitement. La HAS avec les industriels est très insistante pour que quand il y a des accès précoces ou bien pour des CPC, des cartes de prescription compassionnelle pour la NSM, on utilise ce set de données minimum traitement. Donc on a un fort soutien des agences de santé pour cela. Elles ne peuvent pas l'imposer aux industriels, mais clairement, si l'industriel passe par ça, ça donne un voyant quand même positif pour ces deux agences, sachant que là, la BNDMR en est à un 4e projet d'accompagnement pour un set de données minimum traitement. Le premier étant l'ataxie de Friedreich, et l'exhaustivité de données rentrées était remarquable puisque à 96% toutes les données étaient rentrées, ce qui était extrêmement important pour pouvoir ensuite aller vers des agences et démontrer ces données. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et ce volet-là, si je veux mettre une petite couleur Europe, c'est que tous ces développements de registres qu'on va porter, on a, je pense, dans Jardin 2.0, Jardin, c'est juste 3 ans, donc il nous reste plus qu'1 an et 3 mois. Donc on pousse avec la Commission européenne, ou on pousse vers la Commission européenne d'avoir un Jardin 2.0. Et donc je pense que le stade après, avoir construit des modèles pour pouvoir collecter des données, c'est pouvoir ensuite, à façon à l'intérieur, quand on aura besoin, typiquement avoir une collecte de données en vie réelle de data. On aura une collecte nationale pour ensuite remplir un volet européen, et ça, c'est extrêmement important. Et donc, pour cela, il faut des infrastructures. C'est notre 4e axe. Donc, vraiment le travail avec la BNDMR, mais aussi un nouveau parent dans notre PNMR4, mais qui n'est pas nouveau pour vous, mais c'est tout le lien avec les CRB, toutes les collections biologiques, bien les recenser, les catégoriser. Vous savez que maintenant, elles ont vraiment des critères de qualité extrêmement importants. Si on les utilise, vous avez, quand vous faites des publications, ensuite à démontrer qu'elles ont été conservées dans les bonnes pratiques. Donc, il y a tout un travail fait par mes collègues à l'aide des GOS là-dessus. Céline Verschit, qui porte ça avec France Bionet, porte ce sujet-là aussi dans le 4e plan maladie rare, parce qu'elle est impliquée dans les pilotes de ce 4e groupe de travail. Donc, pour nous, c'est vraiment important. Et donc, là aussi, infrastructure, notre idée, c'est de faire le switch avec l'Europe, avec l'équivalent en miroir de bases de données européennes. Donc, pour ça, il faut y avoir des moyens humains. Là, la dernière circulaire en C2, on a développé plus de 7 millions et demi près de 7 millions et demi d'euros pour l'ensemble des établissements pour pouvoir avoir des moyens en architecte. Ça, c'est des choses qu'on a pu avoir grâce au 4e plan maladie rare. Donc, il faut savoir que c'est pas des effets d'annonce, c'est quelque chose qui est en base et c'est quelque chose qui sera suivi pendant l'ensemble de la durée du plan. Donc, c'est pas une personne qui arrive là et l'année prochaine, vous l'avez plus. Il y a, nous, nos financements, ils seront constants. Donc, ça, c'est aussi important, c'est le message qu'on fait passer auprès de vos directions, qu'on vous dise pas c'est juste pas pérenne, c'est qu'1 an, etc. Non, là avec le plan, c'est vraiment en base. Vous avez toute la colonne des chiffres, je rentrerai pas dans le détail, mais je pense que c'est important. Et puis il y a tout un travail sur l'IA. Vous savez qu'il y a un projet de recherche, c'était une des actions du plan, qui s'appelle CDEAI, avec notamment la filière FAI2R, mais avec la BNDMR. Et donc l'idée, c'est d'aller dans les dossiers patients informatisés et de
de pouvoir remplir le set de données minimum de Bambara de façon automatique, et de fait que ça nous libère évidemment, vous libère évidemment du temps pour faire autre chose. Donc ça, on y croit beaucoup, on espère beaucoup à la fin du 4e plan maladie rare d'avoir vraiment cette intelligence artificielle pour nous aider déjà d'une façon très pratico-pratique à rentrer dans ces données. Et donc là, je remets vraiment ce sujet de l'Europe. Et donc l'idée, l'avantage de passer par la BNDMR, c'est que en fait, tous ceux qui sont dans les ERN et tous ceux qui sont HCP ont vu toute la complexité d'avoir pour chaque établissement à faire une convention avec le RN, la lourdeur, le temps que ça prend, etc. Le fait de passer par la BNDMR, c'est comme la BNDMR a des accords de partage de données avec l'ensemble de vos centres de référence et vos hôpitaux. En fait, il n'y a plus que 24 accords de partage de données à faire remonter avec les 24 ERN et pas 150 conventions à faire avec chaque ERN. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui ne peut que faciliter votre travail. Donc, et on a nos pilotes aussi qui vont pouvoir essayer de montrer les leviers, les recommandations par rapport à Jardin. Donc voilà le bilan. Je parle un tout petit peu dessous parce que c'est important. On a réussi, heureusement c'était l'an dernier, comme on avait la vision de tous les groupes de travail et des actions à faire, et qu'on avait une très belle labellisation avec plus de 28% de centres, on avait eu une augmentation de notre budget de plus de 28%. Donc on a pu aller chercher presque plus de 48 millions d'euros. La grosse partie, les 3/4, c'est pour financer les centres, évidemment, mais il nous reste des marges de manœuvre pour piloter des appels à projets. On a bien sûr le TP, on a l'idée de faire, et ça c'est Lyon qui porte ça, la filière Orchide, peut-être des équipes mobiles de TP. C'est une chose d'avoir des programmes TP, mais le problème c'est que de pouvoir faire le dernier kilomètre. Trop de centres ont besoin de leurs infirmières, n'ont pas le temps de dégager pour pouvoir faire les séances de TP. Et donc on voudrait structurer de façon intercentre sur des établissements la possibilité de pouvoir faire des séances de TP. Lille est intéressée aussi. Demain, on a une réunion avec Aurélia Berthollet et Eric Achula sur ce sujet-là. Et ça serait très certainement dans nos appels à projets ETP que l'on fera l'année prochaine. Ce sera très certainement un des axes qu'on portera pour pouvoir vous faciliter le dernier kilomètre. Donc ça, c'est un exemple. On a aussi un exemple par rapport au laboratoire de diagnostic. On veut travailler, ça c'était l'axe 2, les tests fonctionnels. Il n'y a pas d'argent à l'hôpital pour pouvoir valider des tests fonctionnels. Le développement de la médecine génomique fait qu'il y a de plus en plus de variants de signification inconnues. On ne sait pas quoi rendre, on ne connaît pas la pathogénéité du variant trouvé. Et donc, il y a besoin de faire ces tests. Et donc, on a une petite enveloppe. L'idée, c'est de se coordonner pour le coup avec le PFMG. On peut amorcer de notre côté. Le PFMG est en phase d'évaluation. Il y aura un PFMG 2.0. Je pense que ce sujet-là, il est clairement beaucoup en lien avec le plan France Médecine Génomique, mais pas que. Je pense qu'on peut servir d'amorçage. Ça a été vraiment une très grande demande de beaucoup d'acteurs d'avoir les labos diagnostiques beaucoup plus dans la boucle qu'ils n'étaient dans le 2e et 3e plan maladie rare. Et donc, ils sont inscrits comme ça dans le plan. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est simplement comme ça, vous aurez les slides par rapport à chaque poste, l'axe 1, l'axe 2, l'axe 3, l'axe 4. Il y a des moyens qui ont été dédiés, qui sont en base, qui ne sont pas revus chaque année, sur lesquels nous, on peut vraiment s'appuyer. Il y aura aussi, je ne suis pas rentrée là-dessus, mais le développement avec la BNDMR d'une application qui sera utile parce qu'ils sont complémentaires avec nos sets de données minimum traitement. Cette application va aider à faire des patientreporter.com et de permettre aux patients, si on le désire, par rapport à un médicament, de pouvoir un recueil des données des patients directement via cette application. Donc ça, c'est quelque chose qui est concrètement développé en ce moment à la BNDMR. Donc voilà un peu tous les objectifs phares. Donc je ne rentre pas dans les détails, mais donc voilà tout ce travail. Donc il faut avoir conscience que c'est pour ça qu'on l'a vraiment bien mis en avant dans le PNMR 4. Je crois que pour assurer cette coordination des parcours de soins, de recherche, en fait la donnée
la data est extrêmement importante. Elle structure tout de façon transversale, de la même manière que l'Europe va structurer tout de façon transversale. Dans nos maladies rares et encore plus dans les ultra rares, puis on sait que les maladies ultra rares sont très nombreuses, elles touchent peu de personnes, mais elles sont quand même très nombreuses. Et donc l'idée, c'est de pouvoir après aller vraiment à l'échelle de l'Europe pour soutenir toutes ces collectes européennes. Et c'est que comme ça qu'on pourra être attractif, je pense, pour des essais cliniques, pour développer de nouvelles thérapies face aux États-Unis et vraiment avoir un poids compté pour les maladies rares par rapport à tout ce volet sur les traitements, mais aussi sur le volet diagnostic, parce que la médecine génomique a besoin aussi d'avoir des réponses et la donnée, l'interprétation de la donnée sera très important. Donc je finis juste avec les financements des filières. Les MIG ont disparu, maintenant ça s'appelle des objectifs de santé publique, mais bon, vous n'avez pas besoin de rentrer dans ce détail. Mais on parle plus de MIG, c'est simplement ça. Vous avez au moins le listing. On accompagne tout l'ensemble des réseaux, des centres de référence de Respifil de façon bien structurée autour de plus de 6 millions d'euros pour l'ensemble des centres. Ensuite, tout un accompagnement pour la filière, pour la MIG de la filière qu'ils ont reçue en première circulaire. Donc, c'était sur la première partie. Donc, ça, c'est validé. Notre deuxième circulaire, qui est maintenant en cours de validation, mais qui ne devrait pas poser trop de soucis, c'est donc tout l'accompagnement par rapport aux bases de données, par rapport au recrutement des ARC et des techs. On a des pilotes aussi pour faire un lien entre Bamara, les logiciels et les laboratoires de diagnostic. Ça, c'était une demande de Véronique Pakis, qui est généticienne à Nice et centre de référence maladies mitochondriales, mais également chargée de mission au ministère de la Recherche, où elle nous a vraiment dit, trop souvent, on peut avoir des diagnostics qui se perdent. Ça arrive entre le labo et puis le centre. Elle revoit des patients qui ont refait un parcours de diagnostic 5 ans après, alors que 5 ans avant, il y avait eu un diagnostic. Donc, c'est des choses qu'on veut absolument éviter. Donc, on veut refaire plus de liens là-dessus aussi avec les labos, tous les financements PNDS, ETP, etc., dont je vous ai parlé. Les jurys, ce sera pour l'année prochaine. Pour l'instant, on refait une délégation pour les centres. Et donc, on a toujours cet observatoire des traitements qu'on a doublé. Et donc, le fait d'avoir dans beaucoup de filières des pharmaciens sur ce sujet, c'est extrêmement intéressant. L'observatoire du diagnostic pour travailler toutes les impasses de diagnostic, les codifications, comment on rentre les données sur les personnes en impasse de diagnostic. La formation qu'on a doublée dans le 4e plan maladie rare, qui est extrêmement importante. Les PNDS, les ETP, pour cette fois-ci, on a augmenté l'enveloppe par rapport à l'année dernière pour les filières de santé maladies rares, et la MIG ArcTech pilote la filière qui est de 180 000 euros. Donc ce budget de plus de 500 000 euros, il vient en plus de la dotation de la filière. Donc je pense que c'est un endroit où on a la chance, sincèrement, d'avoir encore un peu de moyens. Il faut que l'argent, on le trace, jusqu'au bout. On fait des circulaires, des courriers. Maintenant, on est en toute transparence. Chacun peut savoir ce qu'il a comme montant et comme délégation. Je pense que c'est extrêmement important. Donc, continuons à avancer. Et nous, on est là pour vous accompagner pour ce... Alors, c'est l'ancien logo, évidemment, de Respifil. Je n'ai pas eu accès au nouveau logo. J'aurais pu faire. Comme je passais après le... je l'aurais pas développé. Mais bon. Donc voilà, un grand merci. On est au début d'une longue. Et puis, je félicite l'ancien, le past president, et puis le nouveau responsable de la filière Respifil. J'ai l'impression que le transfert se fait très bien. Je parle pas entre les personnes, mais je parle aussi au niveau des finances. Je pense que, bon, vous savez que s'il y a le moindre souci, on est là pour pouvoir faire du lien. Et je suis ravie de voir que cette coordination est très certainement déjà très, très efficace. Et c'est très bien d'avoir une transmission et que ça se passe bien. Merci. On a un peu de temps pour quelques questions. Ouais, quelques minutes, si on les reprendra avec après Marc Imbert sur la table ronde. Mais vas-y, Vincent. Ouais, d'abord pour vous remercier pour cette présentation très claire. Et oui, la transition, je crois, se fait bien, même si on paraît être assez éloigné physiquement. En fait, la communication fonctionne très bien.
Il y a une question. Il apparaissait les biocollections sur vos diapositives, mais vous n'avez pas eu le temps d'en parler beaucoup. Est-ce qu'il y a des projets pour aider à la création de biocollections, ou est-ce que des projets de plateformes virtuelles pour recenser les biocollections et avoir des bases de données communes, ou qu'est-ce qui est prévu? Alors, ça, c'est vraiment... il faut voir France Bionet. C'est tout à fait prévu, cette plateforme virtuelle. Il y a déjà une chose qu'on a pu mettre en place, parce que c'est l'avantage au ministère, c'est que c'est le bureau à côté du mien. Il y a également un lien avec un bureau au ministère qui s'occupe des biocollections, des CRB, etc. Et donc, on a la chance, parce que la personne qui coordonne ça vient de Necker, avait un passé très maladie rare, donc il connaît très bien nos sujets. Et donc, il a déjà fait une première mesure, parce que dans le recensement des biocollections, il y a la possibilité maintenant de rentrer les codes ORFA et de pouvoir ainsi plus facilement trouver les maladies qui sont dans ces biocollections via le code ORFA qui est le plus précis, sachant que la CIM10 ou la CIM11 n'est pas assez précise pour nous par rapport à nos maladies rares. Donc ça, c'est déjà une première action concrète. Et ensuite, on va avancer pas à pas, mais l'idée, c'est aussi si j'ai bien compris, il y a tout un accompagnement de France Bionet au niveau juridique, dans le sens où il y a eu un recensement pour le plan, il y a énormément de collections biologiques qui existent dans les maladies rares, mais certaines sont quand même dans des situations de conservation ou des choses un peu borderline, et donc il va falloir sans doute faire tout un travail pour reconfigurer et mettre d'équerre toutes ces collections biologiques qui existent pour pouvoir ensuite les réutiliser. Et maintenant, le cadre pour réutiliser des collections biologiques est assez bien normé et connu. Donc, il y a très certainement ce travail-là à faire du côté des filières par rapport à des recensements de collections biologiques qui existeraient chez vous. Voilà, merci beaucoup pour tout le soutien. On est très reconnaissants. C'est quand même beaucoup et on en profite, et nos patients en profitent, et je trouve que c'est la base vraiment essentielle de notre travail, c'est de faire avancer les choses. Sur France Bionet, il y a une réunion la semaine prochaine à Bicêtre, qui est la première réunion de lancement avec Céline Verstrift. Et ce qui est très intéressant, c'est que notre registre national de l'hypertension pulmonaire, on l'a apparié à l'accord à la biobanque Actibio, qui a été mise en place avec Céline Verstrift. Par contre, le financement, il faut qu'on trouve. À chaque fois, on doit trouver, mais on est en train d'essayer dans l'HTAP d'apparier donc le registre national, qui a quand même 18 000 noms pour l'instant, dont s'occupe Olivier, et Actibio, dont s'occupe Laurent Saval. Donc ça, c'est vraiment bien, et on a la chance d'avoir Céline sur place. Il faudrait peut-être qu'on invite Céline l'année prochaine, et sûrement à l'ERN Lingue, ça, on va le faire. J'avais une question, parce qu'on parle beaucoup de données. J'ai partagé avec toi un mail de Brain Team, et j'ai demandé à Vincent Cotin si le problème existait aussi chez nous. Effectivement, il y a quelques menaces sur le partage de données, en particulier dans le partage de données de base avec l'IA, etc. Ça va être très cadré, etc. Mais le travail de tous les jours, où on essaye d'échanger des dossiers entre collègues, c'est extrêmement contraint. Il y a même des lois qui imposent une convention entre hôpitaux, et là, c'est vraiment très problématique. J'ai vu le mail du neurogénéticien que je connais bien à Bordeaux qui m'avait alerté, et après ça m'est revenu par toi. C'est toujours pareil, c'est mon bureau à côté, on a un bureau recherche, la DGOS, qui s'occupe de ces sujets-là. Donc l'idée, c'est, on est assez preneur d'avoir des cas concrets. Là, on avait eu ce cas de Bordeaux, mais d'avoir plusieurs cas concrets à nous faire remonter pour pouvoir ensuite compiler. Parce qu'en fait, dans la première réaction de mon collègue, c'était pas... Voilà, il dit, il y a peut-être un peu d'initiative un peu trop zélé sur les établissements pour empêcher ce partage, alors que voilà, dans les faits, voilà. Après, c'est évident que le partage, il ne doit pas se faire par mail, mais vous avez tous maintenant des outils sécurisés pour faire voilà, des discussions, des partages, des échanges. Ça, c'est une évidence. Et puis, c'est vrai qu'au niveau européen, on parle beaucoup des modèles fédératifs.
L'idée, c'est aussi, la donnée, elle reste sur place, mais ensuite, on fait des partages de données, voilà, on fait remonter, on interroge les différents sites. Donc, le modèle fédératif est quelque chose aussi qui est beaucoup discuté au niveau de l'Europe. Donc, ça va aussi. Mais c'est des points qui sont sans doute, qui seront sans doute remontés aussi dans Jardin, dans notre package data management, parce que si on ne peut pas le faire au niveau national, je ne vois pas comment on pourra le faire au niveau européen. Donc, donc voilà. Ouais, donc c'est vraiment à creuser, hein, c'est le nerf de la guerre.